je souhaite la bienvenue à nos 3 panélistes qui, pour les 20 prochaines minutes, vont nous partager leur point de vue fort inspirant sur l'avancement des filles et des femmes dans les 3 domaines d'activité. Point de vue appuyé, bien évidemment, par un parcours riche en expérience et en réussite notoire. Et je vous présente sans plus tarder l'animatrice de ce panel, Mme Élisabeth Rancourt. Merci beaucoup, Marie-Lie Laferté. On va poursuivre cette discussion. Belle mise en table de la part des personnes qui ont passé avant nous. Je veux d'abord vous présenter rapidement pour les gens qui regardent. Julie Gosselin, elle a été la première femme nommée à la présidence de Sport Québec, ce n'est pas rien, et tu travailles beaucoup pour faire la promotion du baseball féminin. On reconnaît Sylvie Bernier, notre athlète médaillée d'or en plongeon. Elle a décroché de nombreux titres nationaux et internationaux et Sylvie travaille beaucoup sur la promotion, elle est très impliquée pour faire la promotion des saines habitudes de vie chez les Québécois et les Québécoises. Et Renée-Claude Bastien, elle est dans le milieu du plein air, elle vit du plein air depuis 20 ans, guide d'aventure, formatrice de plein air et enseignante du métier de guide. Alors, on a vraiment 3 femmes inspirantes qui ont un parcours de vie bien garni. Mesdames, avant de commencer, avant de vous entendre, je veux vous faire part de quelques statistiques très éloquentes sur la situation actuelle, des chiffres assez frappants. Au Québec, seulement 14 des filles de 6 à 11 ans et 15 des 12 à 17 ans. Donc, on parle environ de seulement 15 des filles disent avoir été actives durant leur loisir au cours de la dernière année. C'est très, très peu de filles. Et lorsqu'on regarde un autre chiffre, on dit, selon une étude, qu'une fille sur 3 abandonne son sport à l'adolescence. C'est énorme. Parce que si on compare aux garçons, ben, le chiffre tombe à 1 sur 10. Alors, que se passe-t-il avec nos jeunes filles? Pourquoi est-ce qu'on abandonne notre sport comme ça? Vous êtes 3 femmes engagées, reconnues, inspirantes dans ces secteurs-là. Là, je vous ouvre la parole à vous 3. Je veux savoir, c'est quoi les principales barrières? Qu'est-ce qui freine l'avancement chez les jeunes filles dans leur sport, vous pensez? Je peux y aller tout de suite. Je dirais que pour avoir fait du sport, moi j'ai joué au soccer quand j'étais jeune, et ce que j'aimais, c'est le facteur plaisir, le plaisir qu'on avait ensemble. Donc, je dirais que notre défi pour les fédérations sportives, pour le milieu sportif, c'est de faire connaître nos sports encore plus, de montrer qu'il y a de moins en moins de barrières pour les filles. Les filles peuvent choisir maintenant presque tous les sports qui se présentent en eux et peuvent y aller en gang aussi. Donc, je vois des filles parfois faire de la danse l'hiver et venir faire un sport l'été et vice-versa. Donc, il y a vraiment de plus en plus d'opportunités. Il faut le mettre en visibilité et il faut travailler ensemble. Je pense que c'est là qu'on va accrocher les filles. Et le souvenir que j'ai lorsque j'avais 7 ans, donc ça fait déjà 50 ans de ça, si j'ai continué à bouger, c'est le plaisir dans la cour d'école. Donc, l'élastique, la corde à danser, qui malheureusement sont disparus maintenant. C'est ça qui a été mon plaisir. Jusqu'à l'âge de 10-11 ans, c'était ça, l'élastique, la corde à danser. Et lorsque j'ai commencé à plonger à l'âge de 7 ans pour des raisons de santé asthmatique sévère, donc grave, c'est le médecin qui a dit à mes parents, elle doit bouger tous les jours. Bien, c'était le plaisir. Puis heureusement que je suis tombée sur un entraîneur qui l'a compris rapidement et je passais le cours, en fait, les 3-4 séances par semaine à courir, à faire du trampoline, à sauter sur le tremplin, mais très peu de technique. Donc, c'était vraiment juste amuse-toi, viens voir tes amis, du fun, du plaisir. Et heureusement qu'il était comme ça parce que justement, les freins que l'on connaît aujourd'hui, c'est la compétition, le regard de l'autre, le jugement, et Dieu sait que j'étais dans un sport de jugement, je n'aimais pas ça. Les résultats, très axés sur les résultats, le chronomètre. Donc, les filles veulent être en gang, veulent s'amuser et ne veulent pas nécessairement qu'on les juge sur le résultat. Et d'où la force de Filles actives, justement, qui entre dans les écoles et qui fait la promotion du plaisir en étant actif. Oui, et dans le plein air, Renée-Claude, c'est ça. C'est le plaisir, c'est la base même du plaisir. Exact, parce que le milieu du plein air ne demande pas nécessairement une performance ou une compétition. Donc il n'y a pas de chrono là, pour monter la montagne. C'est ça. Donc, ça favorise probablement ça. En lien avec la statistique, ça serait intéressant également de savoir ou d'aller pousser un peu plus loin, à savoir pourquoi les filles l'âge. Moi, je ne travaille pas avec cette clientèle-là jeunesse. Par contre, je vois, en travaillant avec des groupes de femmes de l'Organisation des chefs de montagne, où je prends les femmes qui ont peut-être plus 20
20, 30 ans. Et on fait des ateliers de développement de l'autonomie, développement des compétences. Et ce que je me rends compte, ce que ces femmes-là, à cet âge-là, viennent chercher, dans le fond, c'est la capacité de se développer sans, justement, tu parlais du regard des autres. Des fois, juste d'avoir un groupe mixte où est-ce qu'il y a des garçons qui sont impliqués dans le processus d'apprentissage, ça fait un frein pour certaines filles. On se sent plus vulnérable, on se sent plus, en tout cas, moins confiante peut-être d'essayer des choses par peur de jugement des autres. Donc, il y a un avantage certain d'avoir des groupes mixtes. Peut-être qu'au niveau du sport, il faudrait se questionner parce que moi, je le vois avec une clientèle plus âgée, des groupes de filles ensemble qui apprennent ensemble. Il y a moins de freins, il y a plus de collaboration. Fait que ça, c'est intéressant également. Surtout chez les adolescentes, hein, à l'âge où justement on se regarde. Je pensais à toi en maillot de bain, c'est sûr que ça vient jouer dans la tête et on peut peut-être vouloir lâcher parce qu'on se dit, voyons, je vais juger, je suis pas bien avec mon corps. Donc, c'est vrai. On va revenir parce que je veux qu'on parle des actions concrètes. On parle, bon, il y a moins de femmes, les adolescentes lâchent leur sport, mais qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour favoriser la participation et le leadership des femmes et des jeunes dans nos 3 secteurs, le sport, le plein air et l'activité physique? Bon, par exemple, les femmes qui occupent des postes de leadership sont toujours minoritaires, surtout dans les organismes de sport et de plein air. Et on sait que ces femmes-là, si on les voyait à la tête dans des postes de leadership, ça pourrait être très inspirant pour les adolescentes. Une statistique au Canada, seulement 28 des membres des conseils d'administration des organismes de sport, donc 28 sont des femmes. Julie, je me tourne vers toi parce que tu as été nommée, la première femme nommée chez Sport Québec à la présidence. Ce n'est pas rien, c'est un exemple éloquent. Selon ton expérience, comment on pourrait poursuivre nos efforts au sein des organisations sportives pour justement qu'on facilite l'accès des femmes à des postes de leader? Moi, cette statistique-là avait été criante quand j'ai commencé mon mandat, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de femmes sur les conseils d'administration, encore moins de femmes à la présidence des organismes au Québec. Donc, je trouvais qu'il y avait vraiment un vent de changement qui arrivait dans le sport et le moment était maintenant. Quand j'ai été nommée, les gens venaient à moi pour me dire « Julie, on regarde notre conseil d'administration. On est en train de regarder ça, on a trouvé des femmes, on a élargi notre réseau sans que j'ai rien demandé. » Donc, juste de donner de la visibilité également, on voit l'impact tout de suite. Et c'est vrai que ça nous a demandé du temps et un moment de pause, de regarder, d'analyser nos organisations. OK, c'est vrai que quand je forme un comité, est-ce que je pense aux gens qui sont rapidement proches de moi? Puis finalement, c'est tout le temps les mêmes, puis c'est souvent des hommes. Combien de fois on fait notre liste, puis on dit « Oh mon Dieu, il manque des filles, voyons. » On recommence. Mais de se donner ce temps-là, cette pause-là, et d'aller les chercher, les femmes, elles sont là, mais souvent, ça prend une petite tape sur l'épaule. Donc, moi, j'ai eu la chance d'avoir 2 hommes pour mes conseils d'administration qui sont venus me voir pour me dire « Je pense que tu serais bonne. » J'aurais jamais donné mon nom. Jamais. Même en commençant, j'avais un peu le syndrome d'imposteur de me dire, est-ce que j'ai les compétences pour faire ça? Et je trouve que c'est un trait très, très féminin. Donc, bravo à ces hommes-là qui pensent aux filles. Et ça, c'est mon objectif, mon défi pour tout le monde qui nous écoute. Regardez autour de vous, qui ne lève pas la main, mais serait excellente parce que toutes les femmes ont cette compétence-là qu'on va chercher, l'expérience diversifiée qu'on a besoin autour de nos tables, autant comme bénévole, mais aussi pour officiel, arbitre. Je trouve que souvent, on se pose des questions, mais allez les chercher directement. Je pense que, Sylvie, tu as la même expérience. C'est quelqu'un qui s'est venu te taper sur l'épaule pour dire « Vas-y, on a besoin de ces alliés-là. » Tout à fait. Puis, contrairement à ce que les gens peuvent penser, lorsque j'étais athlète, même rendue jusqu'à Los Angeles, la confiance que j'avais sur un tremplin n'était pas là quand je descendais du tremplin. Ce qui fait que la minute que je me retrouvais, même après Los Angeles, j'étais plus du genre à longer les murs. C'est difficile à croire aujourd'hui. Donc, de faire ce que je fais aujourd'hui était véritablement de sortir de ma zone. Ce qui fait que ça a pris 20 ans quand même. Après Los Angeles, je ne vais pas dire que je me suis tourné les pouces. J'ai élevé mes 3 filles et la vie continuait, je faisais de la télé. Mais de dire de me retrouver dans des positions comme je l'ai fait aujourd'hui, comme présidente de table ou comme chef de mission ou chef adjointe à des Jeux olympiques, jamais. Je n'aurais osé m'avancer, cogner à la porte ou dire j'ai même un intérêt. Parce qu'on n'avait pas de référence, on n'en voyait pas. Il n'y avait pas de référence. Donc moi aussi, ça a été un homme et une femme qui m'ont appelé puis qui ont dit « OK, finis les excuses. » J'avais beaucoup d'excuses pour dire... On est bonnes là-dedans, les femmes. Beaucoup d'excuses. Elles étaient bonnes, les excuses, parce que ça a fonctionné pendant 20 ans. Et donc, mais là, à un moment donné, il y en a un homme qui me connaissait depuis que j'étais adolescente et m'a dit « Finis les excuses. Demain matin, tu viens dans notre bureau au comité olympique et tu seras notre prochaine chef adjointe. »
Et donc, je n'ai pas eu le choix, en fait, j'aurais pu, mais je suis d'accord qu'il faut peut-être venir les chercher, leur donner une confiance, mais une fois que la porte est ouverte, c'est parti. Et là, une fois qu'on est en position de leadership, et je parle autant aux hommes qu'aux femmes, il faut encourager beaucoup plus de femmes à se retrouver dans des positions décisionnelles pour qu'elles, ensuite, invitent d'autres femmes. Il y en a plein. Il y en a plein de monde. Puis on regarde Mme Charest, Mme la ministre, qui fait un travail exceptionnel, si ce n'est qu'on est tous réunis, toutes réunies aujourd'hui pour la lancer. Exact. Je disais que lors des derniers Olympiques, 18 des 24 médaillés sont des femmes. Oui. Donc là, on commence à avoir énormément d'athlètes. Les femmes rayonnent au niveau sur le terrain, mais on veut en voir dans des postes aussi plus hauts. Et à force d'en voir, je pense que ça va inspirer les jeunes, les femmes, les filles qui nous regardent en disant hey, peut-être que moi, plus tard, j'ai les compétences. Au lieu de trouver un million d'excuses, ils vont se dire hey, j'en ai déjà vu. Donc, je pense que le vent de changement commence à s'opérer. Il faut juste donner une petite tape. Et ce que je rajouterais à ça, c'est que le leadership masculin ou le leadership féminin, on est tous différentes. Même une femme qui est en position décisionnelle, à côté d'une autre femme en position décisionnelle, on est tous uniques. Autant comme sportive, on est tous uniques. Puis je vous disais tout à l'heure que l'aspect compétition ne m'allait pas. Je n'aimais pas qu'on me dise « Regarde la chinoise, regarde la russe, regarde l'allemande ». Je leur disais toujours « Je ne suis pas la chinoise et l'allemande et la russe ». Donc, à partir du moment qu'on le fait, et tu l'as bien décrit, que c'est un dépassement personnel, on veut être, je dirais, la meilleure version de soi-même, et en plein air, c'est vraiment le lieu, personnellement, que je pense où véritablement on peut se dépasser sans compétition et sans résultat. C'est une belle pouponnière. Le plein air, c'est une pouponnière à leader. Parce que quand on est en plein air, il y a plein d'aspects qu'il faut considérer, puis on est constamment en prise de décision. Parce que le plein air nous amène à devoir prendre des décisions. Où est-ce que je vais monter ma tente? Par quel itinéraire je vais passer? Comment la météo aujourd'hui? Comment je vais m'habiller? Et donc, si rapidement, on met ces filles-là dans des conditions qui leur permettent de prendre des décisions pour elles, puis ensuite de ça, tranquillement, les diriger vers prendre des décisions pour le reste du groupe parce qu'on les amène à être des leaders, bien, c'est sûr que ça développe cet aspect-là. Puis dans la question du départ qui était qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour développer des bons leaders, il faut se rappeler que ce leadership-là, il faut qu'on le nourrisse de la base. Fait qu'à la base, de voir davantage de femmes en position de leadership, oui, mais ensuite de ça, de se demander comment est-ce qu'on fait pour créer des leaders féminins à un plus jeune âge pour que quand ils arrivent dans des positions où ils ont la chance de créer une différence, de faire une différence, d'amener un questionnement sur ce qui est en train de se passer, bien, qu'ils soient déjà outillés pour le faire. Fait que sur 2 volets, concrètement, oui, donner plus de place aux femmes qui sont présentes dans des positions décisionnelles pour prendre du leadership. Après ça, concrètement, commençons donc plus jeunes à former des jeunes leaders féminins à l'intérieur des sports, à l'intérieur des activités physiques et à l'intérieur du plein air pour faire qu'ils soient préparés et outillés pour la prochaine étape. Claude, on va rester dans le domaine du plein air parce qu'il y a d'autres statistiques assez éloquentes. On sait que les femmes sont très nombreuses à pratiquer les activités traditionnelles, mais elles restent minoritaires dans des secteurs qui exigent un peu plus de confiance en soi. Par exemple, les femmes représentent 40 des guides de randonnée au Canada, mais pour les guides de montagne, ça chute à 10 Est-ce que tu en es témoin de ce genre de statistiques-là? Oui, c'est une statistique, par contre, qu'il faut peut-être recadrer un peu, tout simplement parce que, dans le fond, c'est peut-être pas nécessairement l'ambition non plus de toutes les femmes qui guident, de vouloir devenir un guide de montagne. Il y en a qui vont se spécialiser, par exemple, plus avec des activités de sport nautique, donc en canot, en rafting, etc. Puis, moi, personnellement, étant un guide de plus de trek et de randonnée, je me considère pas un guide de montagne. Donc ça, cette ambition-là, elle m'attire pas. Par contre, ce qui est certain, quand on regarde les statistiques au niveau du métier de guide, comme un peu tous les autres métiers non conventionnels, on retrouve beaucoup moins de femmes à pratiquer ce type de métier-là que les hommes. Une des raisons marquantes de ça, c'est que le métier de guide, c'est un métier
qui n'est pas juste en fait un métier, c'est un mode de vie. Hein? Fait que c'est un mode de vie qui s'y rattache. C'est un mode de vie où est-ce qu'on passe beaucoup de temps à l'extérieur, beaucoup de temps donc dans des conditions environnementales difficiles. C'est un métier qui est très physique et c'est un métier qui, on ne se le cachera pas, si on veut accomplir les défis professionnels qui y sont rattachés, ça devient beaucoup plus difficile de gérer, par exemple, une vie familiale traditionnelle. Donc, nécessairement, c'est un frein pour ce qui est du profil professionnel du plein air. Au niveau du guidage, par contre, ce qu'on voit, puis là, je n'avais pas de statistiques pour démontrer tout ça, mais moi, je côtoie beaucoup le milieu peut-être, ou la sphère du plein air plus large. On voit beaucoup de femmes quand même dans ce milieu-là. Donc, les fédérations sportives, peut-être un peu moins. Par contre, les fédérations de plein air, beaucoup de femmes impliquées au niveau des fédérations de plein air. Le réseau, dans le fond, donc, c'est ce regroupement des fédérations de plein air, c'est Annick Saint-Denis qui est maintenant directrice générale de ça. Donc, à la tête, si on veut, de l'organisation qui encourage toutes les fédérations de plein air, on a une femme. Il y a certaines directrices générales qui sont des femmes également. Donc, les femmes, sans être... il y en a des femmes de terrain, de métier de terrain dans le métier de guide. Mais voilà, en effet, donc la statistique, elle est vraie dans le sens que c'est pas un métier traditionnel, c'est un mode de vie. Donc, ça demande un peu plus peut-être de sacrifice ou familial si on veut vraiment poursuivre là-dedans. Ça lance pas sa limite. Et pour les femmes qui le pratiquent en 20 ans là, dans le plein air, est-ce qu'il y a 20 ans, il y avait moins de femmes qui allaient faire des expéditions, qui faisaient du plein air par rapport à aujourd'hui? Est-ce qu'il y en a plus? Moi, je dirais que oui. On voit ça et c'est mené de l'avant par... dans le fond, c'est de la visibilité. Hein. Quelque part, on voit des choses, on se rend compte que, OK, c'est possible de le faire et on se lance à le faire. Donc, tu sais, la venue des réseaux sociaux, c'est venu bonifier tout ça parce que ça donne une parole à tout le monde. Donc, également aux femmes. On a des cinéastes également au Québec qui sont géniales. Anne-Claude Roberge, qui est une grande cinéaste d'aventure. Caroline Côté, une grande cinéaste d'aventure, qui mettent de l'avant aussi des projets d'aventure plein air qui sont hyper inspirant. Puis ensuite de ça, bien, comme on mentionnait, de plus en plus de femmes qui sont impliquées au niveau du plein air comme tel, qui font que ça l'avance. Les communautés aussi, comme je mentionnais tout à l'heure, les chefs de montagne, communautés de femmes en plein air qui sont là pour vraiment veiller à développer l'autonomie, les compétences, la confiance en soi. Et ça, là, ça fait rayonner là, et le plein air et les femmes, pour nommer que celles-là. Mais c'est vraiment quelque chose qu'on voit. Il y a une effervescence féminine présentement au niveau du plein air. Puis c'est beau de voir ça. Les filles sont super motivées, sont vraiment engagées dans ça. Ils tripent à fond là-dedans. C'est vraiment beau de voir ça aller, là, cette effervescence. On sent la passion chez... ça m'allume. Oui, ça m'allume beaucoup. Là. Puis pour en arriver là, bien, il faut revenir à la petite enfance. On parlait tout à l'heure des freins et des exemples concrets. Bien, ça part de la maman ou le papa avec leur petite fille. Ça part aussi du plaisir de développer le jeu libre dans le bois. Donc, plus on commence jeune, dans les CPE, donc l'Association québécoise des centres de petite enfance, de plus en plus, ils ont un programme qui s'appelle « À l'extérieur », donc toute l'éducation par la nature. Et donc, ça, c'est vraiment... Maintenant, on a la connaissance, on a la conscience, on est plus conscient de l'importance de commencer très jeune. Et plus nos jeunes filles vont développer, pas leur motricité fine, mais leur motricité globale, plus elles vont se sentir habiles, jeunes, dans toutes sortes d'activités, pas nécessairement de la compétition, bien, plus ces jeunes filles-là vont arriver à 7, 8, 9 ans, lorsque là, le regard de l'autre est plus important, mais elle va se sentir bien, elle va se sentir habile. Donc, ça part très, très jeune pour avoir justement, pour aimer se retrouver, par exemple, en plein air ou en sport d'élite. Puis moi, ce que j'ai vraiment aimé de vos deux interventions, c'est le rayonnement. Donc, oui, de commencer jeune. Donc, imaginez cet été quand on a regardé les Olympiques et que les jeunes filles dans leur salon faisaient les mêmes poses. J'ai vu tellement de photos de jeunes filles dans leur salon où les parents étaient fiers de dire ils font les mêmes gestes, les mêmes poses. Ça allumait une lumière. Et le plus on va donner de visibilité, une visibilité comme toi, la télévision également, cette visibilité-là va allumer des lumières où on va dire trace ton chemin. Tu veux faire de la compétition parce que tu as le goût, vas-y. Tu as le goût d'y aller pour être entraîneur très tôt, vas-y. Tu as le goût de faire ça à ton rythme, de découvrir, d'essayer plein de choses, vas-y. Donc, je pense que c'est ça, là, en plus, le message de la lancée, c'est maintenant, on trace le chemin, les chemins sont ouverts et allons-y en même temps parce qu'on peut choisir maintenant notre propre chemin à nous. On sent que le vent de changement, ce qu'on souhaite, c'est donner une petite tape dans le dos de ce changement-là, que ça aille plus vite. Là. Tu sais, avoir un turbo dans l'auto, que ça va être plus vite un petit peu, on aime ça. Je veux qu'on se transporte dans 10 ans d'ici. On se transporte, là, on revient dans 10 ans, on fait exactement le même panel.
c'est quoi vos souhaits? Qu'est-ce qui aura changé? Qu'est-ce que vous aimeriez voir? Moi, j'aimerais ça qu'on crée qu'on sente le mouvement. À partir d'aujourd'hui, qu'on sente le mouvement, c'est-à-dire qu'on crée une boucle. Les jeunes font de l'activité physique, ils font du plein air en famille, découvrent le sport, sont athlètes, deviennent entraîneurs, deviennent coachs, deviennent guides. Et donc, on crée un peu des sportifs pour la vie. Alors, il n'y a pas une fin. Donc, on fait juste évoluer dans le sport, évoluer notre pratique, découvrir de nouvelles pratiques, mais vraiment des filles qui sont maintenant, qui ont je dirais un coffre à outils beaucoup plus large et qui restent avec nous dans notre milieu le plus longtemps possible. Sylvie, tu travailles fort pour faire la promotion des saines habitudes de vie. Tu revenais souvent à la petite enfance. Est-ce qu'il y a des choses concrètement qu'on pourrait faire dans nos écoles, dans les CPE, pour justement que ça parte de très jeune et que ça nous suive tout au long de nos vies? Il faut premièrement être à l'écoute des freins. Pourquoi il y a ces freins-là et qu'est-ce qu'on peut faire pour que les jeunes filles aient du plaisir à être actives de la petite enfance, donc très, très, très jeunes, jusqu'à la fin de notre vie. Donc, oui, il faut avoir cette ouverture-là. Moi, je rêve que dans 10 ans, toutes les stats qu'on a données depuis tantôt, ce soit 50-50, que tout le monde puisse avoir les mêmes opportunités, les mêmes désirs, les mêmes passions. Donc, que les portes soient ouvertes à tous. Puis qu'on ait peut-être une conscientisation. Parfois, oui, le travail, la conciliation, travail-famille, pas toujours évident. Quand on cherche un entraîneur féminin puis qu'elle a 3 enfants à la maison, bien, c'est certain qu'elle va peut-être passer son tour pour une couple d'années. Donc, comment réussir à concilier ça et faire en sorte que les femmes puissent aussi être en position décisionnelle, de leadership, tout en conciliant qu'il y ait un bel équilibre de vie à la maison. Puis moi, si je peux permettre, en lien avec ça, on revient peut-être à la première question du frein. Oui. Tu mentionnais, c'est quoi le frein, pourquoi les freins? Puis on a dit tout à l'heure aussi, on dirait qu'il y a un envolé. Hein? Donc, le frein, il a comme été désactivé, puis là, ça commence à avancer, puis on est bien content de ça. Souvent, dans le milieu du plein air, en tout cas, je sens que le frein principal, c'est soi-même. Souvent, les filles, on est notre meilleure amie puis notre pire ennemi en même temps. Oui. Fait qu'on se donne pas la chance, on saisit pas l'opportunité, on a l'impression de ne pas avoir assez de confiance. Et ça vient du fait probablement que j'ai l'impression que souvent on a moins le droit à l'erreur, les femmes. On est souvent portées à devoir surperformer, donc on se met beaucoup de pression parce qu'il faut absolument s'assurer que lorsqu'on va prendre parole, lorsqu'on va être en position de leadership, on n'a pas le droit à l'erreur. Si on fait une erreur, on est jugé 10 fois pire que nos collègues masculins. Fait que si j'avais un souhait pour les 10 prochaines années, premièrement, les mesdames, on va se faire pousser une petite colonne, on va se tenir un petit peu plus droit. Je pensais que tu allais dire une barbe. Ah, non, c'est un autre sujet. D'accord. Mais tu sais, déjà, de se dire, hey, j'ai le droit, là, je peux me faire confiance, j'ai le droit à ça. Et donc, de relâcher peut-être un peu cette pression-là pour arriver dans 10 ans à me dire, regarde, j'ai le droit, moi aussi, là, à mes erreurs, j'ai le droit de mon apprentissage, j'ai le droit de faire ce que j'aime faire et de ne pas sentir cette pression-là qui est peut-être plus forte à mon égard de par mon genre. Fait que moi, je pense que si dans 10 ans, on arrive à accomplir ça, la roue qui est déjà présentement là, en train de descendre, elle va y aller pas mal plus vite. C'est ce que j'aimerais voir. Tellement d'accord. Je pense qu'on a toute cette détermination-là. On l'a tout en dedans de nous, là. Peut-être s'entraider plus, hein, de dire entre nous, hein, on parle beaucoup du Boys Club, mais il peut y avoir le Girls Club. Oh, oui. Dans le milieu des affaires, il est de plus en plus développé. Peut-être qu'on a moins de réflexes dans le milieu du plein air, de l'activité physique et du sport. C'est peut-être aujourd'hui, le chemin est déjà là, hein, parce qu'il y en a déjà, mais peut-être qu'on devrait l'élargir un peu, puis débroussailler un peu plus vite. Absolument. Puis on va se mettre à courir. J'aime ça. Avec vos sneaks, vous allez être oui, bien, nous, c'est ça. Nous, on va suivre derrière avec moi. Mesdames, je vous garde encore un petit peu parce qu'on avait demandé aux gens d'envoyer des questions en vous écoutant pendant ce panel. Donc, quelques questions qui nous proviennent. Quelles sont vos sources d'inspiration au Québec et ou à l'international? Une femme que vous avez dit, cette femme-là, c'est une source d'inspiration pour moi. Moi, j'ai aimé beaucoup, pendant quelques années, Madame Obama, parce que je travaillais beaucoup dans la promotion des saines habitudes de vie. Je le fais toujours encore aujourd'hui. Donc, de voir, de se lever debout et de dire, même par rapport à des fois des industries, pas facile en alimentation ou en mode de vie actif. Donc, j'ai été très inspirée par le guts qu'elle a eu
d'aller de l'avant. Je vais y aller plus localement. Moi, au niveau du plein air, la culture du plein air est quand même jeune au Québec. Là, on parle des années 70 et à cette époque-là, les femmes du plein air qui avaient à défricher, ils étaient vraiment tout le temps collés à des hommes. Fait qu'il fallait qu'ils foncent. Fait que moi, j'ai eu beaucoup d'inspiration par des grandes dames du plein air. Sylvie Marois, Lucie Lantaigne, Anne Barry, Geneviève Guertin, Hélène Filion. C'est tous des grands noms du plein air qui ont rayonné bien avant moi. Et à cette époque-là, c'était ces femmes-là qu'on voyait. Je me disais, OK, ouais, elle est vraiment cool. Ça me tente là, de Mais faire c'est génial ça. parce que tu avais des femmes sur qui tu pouvais... Oui, c'est ça, qui m'ont vraiment inspirée dans mon parcours. Puis, bon, sans prétention à ça, mais tu sais, là, je me retrouve dans un moment de vie. Ça fait quand même 20 ans que j'évolue dans ce moment-là. J'ai la chance d'être enseignante également dans un programme de guide au Cégep de Saint-Laurent à Montréal où j'ai à ma charge des jeunes étudiantes là, de 20 à 30 ans qui veulent percer le marché. Fait que j'ai beaucoup de plaisir, puis ça me fait vraiment un grand plaisir que de pouvoir les aider un petit peu dans ce milieu-là qui n'est pas facile des fois d'accès. Mais ces grandes femmes-là du Québec m'ont vraiment personnellement inspirée. Là. Ouais. Puis il y a beaucoup une question de timing, d'avoir la bonne personne qui arrive au bon moment. Fait que moi, je dirais que j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont jamais mis de barrière. Tout était possible. Tu sais, c'était pas, ben, t'es une fille, fait que tu t'en vas dans ce chemin-là. Donc, ça a favorisé le fait que j'ai fait du sport, puis j'ai continué dans le sport également. Mais à l'école, à mon école primaire, Manon Réaume était venue nous visiter. Donc, j'avais aussi un effet de proximité. Elle venait à mon école secondaire. Elle a pu faire ça, moi aussi. J'ai eu des entraîneurs aux Jeux du Québec, 2 femmes. J'avais jamais vu des femmes entraîner. Moi aussi, je peux être entraîneur. J'ouvre la télé. Sylvie Béliveau est entraîneur de l'équipe canadienne de soccer. Je dis donc, c'est possible. Il n'y en a pas beaucoup, mais c'est possible. Et dans le milieu du travail, j'ai eu la chance de travailler avec Isabelle Hudon. Donc, je pense que c'est elle, probablement, qui, à ton commentaire, m'a dit « Fais-toi confiance. Vas-y, apprends. Il n'y a pas d'erreur, il y a des apprentissages. Vas-y, puis tu construis là-dedans. » Fait que ça, c'est une chance, je pense, de cette visibilité, de l'inspiration autour de nous. Et je pense que c'est ce qu'on veut donner avec la lancée aussi, des inspirations pour les filles. Tu sais, quand tu parlais de s'entraider, là, moi, quand je suis tombée sur le beat du Canadien, qui est un gros travail, puis que je suis arrivée devant le vestiaire du Canadien avec la trentaine de journalistes, puis que Chantal Maccabé, que je connais pas, vient voir, puis elle dit « Hey, c'était bon ton reportage hier! » Puis je fais « Wow! » Et on est amis aujourd'hui. Donc, quand les femmes qui sont établies viennent nous accueillir, puis sont heureuses, puis sont tellement contentes d'avoir une autre femme compétente à ses côtés, bien, je pense que ça aide et ça met tout le monde à l'aise, puis ça nous pousse. Mais oui, on fait un girl squad à partir d'aujourd'hui. La page Facebook va être en ligne demain. Autre question, mesdames. Il faut détruire les stéréotypes en bas âge pour se faire, nous avons besoin des hommes comme des femmes. Comment rejoindre tout le monde afin que chacun se sente concerné et impliqué dans cette éducation/rééducation? Comment on rejoint tout le monde? Mais, moi, je pense que cette initiative-ci, c'est déjà la bonne, déjà de regrouper un peu les actions féminines qui sont faites. Puis on l'a tous dit, à un moment donné, il ne faut pas se leurrer, je ne sais pas si c'est la bonne façon de l'approcher, mais à un moment donné, il y a tout le temps eu un gars qui nous a fait confiance puis a dit « Vas-y, tu es capable de faire ça, fait que fais-toi confiance. » Fait que je pense que, moi, dans mon milieu, je ne vis pas de masculinité toxique par rapport à ce que je fais. Je suis tout le temps très encouragée. Puis, je pense que c'est la même chose. C'est quand je reviens avec mes groupes de femmes, plus en développement du plein air, c'est pas nécessairement que les gars sont mal intentionnés. C'est juste que des fois, ils laissent pas assez de place ou laissent pas assez de chance ou, tu sais, veulent intervenir peut-être un peu trop vite. C'est plus naturel chez eux, pour tout les simplement habiletés d'être dans la techniques, compétition. Mais ça, la compétition, mais juste des habiletés techniques. Je vais prendre avec mon micro. Parlant technique. Oui, c'est ça. Donc, tout à fait. Ça prend... Il faut que des gars aussi embarquent puis qui donnent, pas nécessairement la chance, mais qui disent « Ah oui, vas-y, là, c'est à toi, c'est à ton tour à y aller. » Donc, c'est pas juste l'affaire de juste les femmes qui doivent s'entraider. C'est important aussi que les hommes nous posent dans le dos une fois de temps en temps. Ils disent « Hey, c'est à ton tour, vas-y. » là. Et là-dessus, j'ai une autre bonne question. Les femmes sont souvent les premières à juger les autres femmes. Comment pouvons-nous collectivement défaire ce phénomène? Bon, on peut s'entendre là, on arrête. Ouais, c'est fini. Hey, merci, c'est fini aujourd'hui. C'est fini. On est là pour s'entraider. Puis des fois, on peut être dur entre nous. Tu parlais tout à l'heure du droit à l'erreur, chuter. Pour moi, je prends ça maintenant comme des expériences. Ça fait partie des expériences de vie. On apprend, on avance. On est très bonne aussi pour se culpabiliser. Tu sais, quand je parlais de conciliation travail-famille, difficile, là. Mais en même temps, si tout le monde décidait qu'après 5 heures, ben on retourne à la maison, puis on s'occupe de nos enfants, puis on est avec la famille,
Donc, ça aussi, il faut de plus en plus, mais ça, c'est la société, là. C'est pas juste le sport et le loisir. C'est l'importance de se parler. Parce que parfois, on va être dans des milieux différents. Il faut qu'on se parle. Il faut qu'on ait des tribunes où on peut échanger, on peut apprendre de l'autre, on peut briser ces mauvaises perceptions-là qu'on a aussi. Puis je trouve que les plus beaux projets viennent justement qu'on prenne le temps de se rassembler, de brainstormer, parce qu'on disait, il n'y a jamais quelque chose de mauvais en arrière de ça. Donc, comment est-ce qu'on règle ça puis on apprend tout ça? Ça vient-tu aussi du fait que souvent, il y avait très peu de femmes dans certains domaines, donc on était en compétition avec la femme pour avoir le poste parce qu'il va en avoir une, alors que si aujourd'hui, il y a de plus en plus de femmes dans certains postes, bien, au lieu de voir ça comme la compétition, on se dit plus on est de femmes, plus on est forte. Donc, on a peut-être un vent de changement avec plus de femmes. Peut-être que ce phénomène-là va réduire de façon naturelle parce qu'on ne verra pas la femme à côté de nous comme la compétition pour un poste. Au contraire, on va se dire, bien, on va les deux avoir un poste parce qu'il y a plus de femmes. Tu as absolument raison. Puis, tout à l'heure, tu parlais des médias sociaux. Moi, je vois toujours une grande vague. Quand on a une nomination de quelqu'un, une nouvelle personne qui arrive à la direction générale, qui a un poste, je pense à Catherine Reich, qui a un poste à la NFL, on voit tout le monde en arrière, les filles se lèvent, s'encouragent. OK, cette fois-ci, c'est toi, ça donne l'espoir aux autres. Je trouve que ce vent vraiment de... On est beaucoup plus ensemble. Tout à l'heure, tu as posé la question de peut-être les femmes. Je le ressens pas, ça. Je me suis dit, je ressens pas les gars. Tu sais, il y a pas... Toutes les équipes de gars avec qui je travaille, c'est super... Puis surtout, je trouve qu'il y a beaucoup plus de lumière qui allume partout, de dire on va mettre le focus sur les femmes. On y pense maintenant. Oui. Avant, c'était pas de mauvaise foi, c'est juste on prenait pas le temps d'y penser. Il y a tellement de belles annonces récemment. Là, à NFL, il y a des femmes maintenant qui vont être arbitres dans le hockey professionnel. Je pense que plus on a d'annonces, plus les jeunes qui nous regardent et qui voient ce qui se passe dans la société, éventuellement, on ne se posera même plus la question. Les jeunes filles vont dire « je fais du hockey et la vie est belle ». Bien, tout à l'heure, je parlais avec Guylaine des Galaxions et en 1984, lorsque j'ai été aux Jeux olympiques, il y avait à peine 20-25 de femmes aux Jeux olympiques. À Paris, les prochains Jeux d'été, il va y avoir près de 50 %. Donc, dans tous les domaines, les femmes commencent à prendre leur place et c'est tant mieux. Et un programme comme on lance ce matin va tout simplement contribuer ou accélérer, c'est un accélérateur. Puis ce qu'on mentionnait par rapport à cette compétition peut-être des fois malsaine entre femmes aussi, des fois ça vient, c'est la façon qu'on exprime une insécurité, je pense. Fait que quand on est insécure, au lieu de se fier à ce qu'on est capable de faire pour se monter, c'est plus facile des fois de rabaisser les autres. Fait que peut-être qu'à ce niveau-là, ça revient à ce qu'on disait, de bâtir dès le jeune âge des bons leaders, de bonne estime, de la bonne confiance. Ça fait en sorte qu'à ce moment-là, on apprend à nos jeunes filles que pour avancer, tu n'as pas besoin de rabaisser ta partenaire, ta collègue. En fait, elle peut être un levier pour ce que tu veux faire. Vous pourriez travailler en partenariat à la place. Et ça, je pense que c'est des bonnes habitudes à prendre dès le jeune âge, parce que c'est de l'apprentissage civil, là, si on veut, à mon sens. Là. Fait que de limiter cette insécurité-là, en fait, de la couper dès le jeune âge, je pense que ça va être juste positif pour la suite. Là. En fait, tout ce qu'on décrit depuis tantôt, là, comment l'activité physique, le sport, le plein air peut développer l'estime de soi, la confiance, l'unicité, hein, qu'on est chacune, on a chacune notre personnalité, nos ambitions, la détermination, tout peut partir de là. C'est pour ça qu'on est si convaincus qu'on veut qu'on bouge, on veut que nos filles bougent plus. C'est bien parce qu'on assiste à ce vent de changement. Mesdames, j'aurais parlé avec vous le reste de la journée, mais ça conclut notre panel. René-Claude Bastien, Sylvie Bernier et Julie Gosselin, merci pour votre implication. Vous êtes vraiment très, très inspirante et très passionnante à entendre. Merci. Merci. Merci à toi.